Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, je suis directrice de Paysages de Mégalithes, dont je vais vous dire un mot avant de lancer le sujet officiellement. Paysages de Mégalithes, c'est une association qui s'est créée en 2012 et qui regroupe aujourd'hui 8 salariés, et c'est une association qui est portée par les élus locaux. Le projet dont on va parler, qui trouve effectivement son aboutissement dans quelques mois, je l'espère, et on travaille en tout cas pour ça, est une association qui est portée par le territoire et qui est portée par une multitude de structures aujourd'hui, mais à la base, à l'origine, c'était vraiment un projet de territoire et en même temps un projet scientifique, puisque vous allez le voir, les scientifiques ont eu un impact très important dans l'évolution, dans la création et dans le portage du dossier. Alors concrètement, de quoi on parle quand on parle de notre dossier, de notre candidature UNESCO? À l'UNESCO, on appelle ça un bien. Donc ce territoire spécifique s'étend sur une large zone. Vous voyez, il regroupe 28 communes. Et surtout, ce qui nous importe, c'est qu'il comporte 557 monuments et sites. Évidemment que les critères sont scientifiques de délimitation de ce périmètre. Je vous en dirai un mot tout à l'heure, plus en détail, puisqu'un dossier UNESCO, c'est un dossier scientifique. Et regroupe un certain nombre de structures partenaires. Aujourd'hui, on est très nombreux dans le dossier, on est très nombreux dans la préservation de ces monuments. Mais avant d'entrer précisément dans ce que c'est que notre bien, notre territoire UNESCO, j'avais envie de vous proposer un petit tour d'horizon international et une petite balade parmi les monuments les plus extraordinaires de la planète, c'est-à-dire parmi les monuments et les sites, les biens, qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un document cadre, une convention internationale qui œuvre dans ce sens-là et qui a lancé la dynamique. C'est la convention de 1972 et qui a pour unique objectif, à l'origine historique, de préserver les monuments qui étaient à l'époque en péril. Et les monuments qui étaient à l'époque en péril, eh bien, ce sont les monuments extraordinaires d'Égypte, et notamment d'Abou Simbel, qui était menacé par la création du barrage sur le Nil. Et donc cette prise de conscience d'une perte qui serait inestimable, d'un trésor qui lui aussi est inestimable et qui fait sens pour l'humanité entière, par la perte de ces monuments, c'est ça qui a créé cette émulation internationale et cette volonté très forte qu'ont eu certains pays, dont la France était très moteur à l'époque, avec les Anglais, pour préserver ce monument ici et aussi, dans un second temps de réflexion, certains monuments qu'il faudrait absolument préserver pour les générations futures. Et donc l'idée de préserver des monuments un peu bijoux, un peu extraordinaires pour l'humanité entière et sur l'ensemble de la planète, s'est formalisée dans le cadre d'une convention, la convention de 72, et elle s'enrichit régulièrement chaque année avec d'autres monuments, d'autres sites, sachant qu'évidemment au tout début de la convention il y a eu une sorte d'émulation, on a inscrit les monuments qui lui paraissaient à l'époque les plus extraordinaires, et aujourd'hui on arrive à une liste qui compte 1223 monuments et sites qui sont très disparates et qui sont inscrits dans les 580. Alors, il y a 593 pays qui ont un monument inscrit, sachant qu'il y a 595 pays qui sont reconnus par l'ONU et qu'il y a 597 pays qui sont signataires de la Convention de 72. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le patrimoine rassemble les pays qui aujourd'hui se font la guerre, mais en tout cas qui sont unis dans la même volonté de préserver ce patrimoine extraordinaire. Une petite note aussi en préambule pour vous dire que cette convention de 72, elle n'a rien à voir avec la convention qui régit le patrimoine culturel immatériel. C'est pas du tout la même convention, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes outils d'ailleurs. Le patrimoine immatériel, qui est aussi très intéressant, c'est une sorte d'inventaire des us et coutumes qu'il faut absolument préserver parce que en voie d'extinction, en voie de disparition ou alors en perte un peu de vitesse. En Bretagne, on connaît le patrimoine immatériel parce qu'il y a des éléments qui sont inscrits sur cette liste, dont le fechnös, que vous connaissez peut-être et que vous pratiquez peut-être aussi d'ailleurs.
Mais encore une fois, ôtez-vous ça de la tête, ça n'a rien à voir avec la Convention de 72. La Convention de 72, elle s'occupe exclusivement et uniquement de monuments et de sites, c'est-à-dire de choses qui sont concrètes, qui sont matérielles. Et ça, c'est la première entrée. Si on n'a pas de monument et si on n'a pas de site, c'est quand même très compliqué. Le deuxième élément, c'est qu'elle s'occupe aussi d'autres types de patrimoine, puisqu'il y a le patrimoine culturel, il y a aussi le patrimoine naturel, évidemment. Aujourd'hui, on s'aperçoit encore plus de la préciosité de ce patrimoine et de leur fragilité, d'où l'importance assez précurseur finalement qu'il y a eu dans les années 70 et au début des années 80 d'inscrire ce type de patrimoine. Ici, je vous ai mis la Grande Barrière de Corail en Australie, qui a été un des premiers sites qui a été inscrit, mais il y en a de plus en plus et finalement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une sorte d'équilibre qui se fait dans les dossiers qui sont présentés en patrimoine culturel et dans les dossiers qui sont présentés en patrimoine naturel, ce qui s'explique par la sensibilité aujourd'hui qu'il y a accrue pour la protection de ce type de patrimoine. Un exemple de patrimoine culturel qui peut être archéologique avec le Machu Picchu au Pérou, ça peut aussi être du patrimoine qu'on appelle mixte à l'UNESCO, c'est-à-dire que les aspects culturels, les aspects de l'homme sont aussi importants que la création du paysage, la création d'un environnement et l'aspect naturel. Alors ici, je vous ai mis un site au Canada que je ne vais pas vous prononcer parce que le nom est dans le dialecte, enfin la langue du peuple autochtone qui le régit, mais sachez que c'est une peuplade, enfin un peuple qui est reconnu par le Canada, qui vit en interaction avec le patrimoine des rivières ripariens et des littoraux, et que pour eux, ils ne peuvent pas se comprendre sans cet apport naturel. Donc l'importance, elle réside autant dans la rivière que dans les êtres humains qui les peuplent. Après, il y a différentes sous-catégories, puisque l'UNESCO est un organe, une structure administrative comme une autre. Vous allez voir, c'est extrêmement cadré, un dossier UNESCO. Donc on a des sous-catégories, des sous-sous-catégories et des sous-sous-sous-catégories que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, je vais vous dire les principaux. Il y a des biens qu'on appelle en série, c'est-à-dire que ce sont différents sites qui sont dans différents endroits au sein d'un même pays, qui ne sont pas reliés les uns avec les autres. En France, par exemple, on a les forteresses Vauban, qu'on connaît en Bretagne, puisqu'il y a la forteresse Camaret qui est dans le Finistère, et puis d'autres forteresses qui sont tout autour des frontières de l'époque. Il y a les sites transfrontaliers, c'est-à-dire que ce sont un site ou plusieurs sites qui sont dans des pays différents. Il y a aussi les biens transfrontaliers et en série qui, là, sont une multitude de sites qui sont sur plusieurs pays, comme celui que je vous ai mis en bas, les sites palafitiques, voilà, là, qui sont des sites néolithiques et qui se regroupent sur 6 pays différents. Ce sont aussi des villes, bien sûr. Ce sont aussi des itinéraires où on chemine, comme les fameux chemins de Saint-Jacques. Ce sont des paysages culturels. Ce sont des sites aussi qui sont en détresse, des sites qui sont en phase de destruction, qu'on appelle des biens en péril, qui sont évidemment et heureusement les moins nombreux de la liste et qui évoluent au fur et à mesure, puisque les 2 gros types de périls qu'on a sur la liste du patrimoine mondial, c'est les guerres, évidemment, et le braconnage, déforestation, enfin l'action humaine, et ça notamment dans les parcs naturels nationaux ou régionaux. Et puis il y a des pays aussi qui sont un petit peu moins bien lotis. Tous les sites de Palestine, par exemple, sont sur la liste du patrimoine en péril. Voilà, en tout cas, des sites qui sont liés à des géopolitiques instables et qui font qu'on retrouve ces biens sur l'ensemble de la planète, comme vous pouvez le voir, avec tous ces petits points rouges qu'il y a ici. Et en France, comment ça se passe? Alors en France, on a la chance d'être extrêmement bien loti en patrimoine culturel. Vous le savez, si vous êtes là, c'est que vous avez, j'imagine, une appétence pour l'architecture et le patrimoine. Et on a un certain nombre de biens qui sont inscrits sur la liste, qui sont inscrits depuis très longtemps, comme c'est le cas ici, vous l'avez peut-être reconnu, du Val-de-Loire.
le Val-de-Loire qui est un bien extrêmement long, qui s'étale sur 2 régions et qui entraîne dans son sillage, j'allais dire, tout un tas de quantités de châteaux, dont certains sont parmi les plus connus de France, comme Chambord ou Chenonceau. Ici, je vous ai mis le château de Montsoreau, beaucoup plus confidentiel, mais tout aussi intéressant, et qui s'étale sur un certain nombre de communes et de collectivités. On a aussi bien sûr de l'architecture religieuse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre d'églises et autres basiliques et cathédrales en France. Celle-ci est la première basilique à avoir été inscrite en France. Vous reconnaissez peut-être un des chapiteaux avec ce plissé si caractéristique de l'artiste qui a œuvré à Vézelay, à la basilique Sainte-Marie-Madeleine, qui a été inscrit en 79. On a aussi des périodes plus récentes, avec ici du gallo-romain à Arles, sachant que Arles est aussi inscrit pour son patrimoine médiéval. Donc on a toute une cité historique qui s'est construite par strates comme ça, qui a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On a l'architecture industrielle, ça peut surprendre. Ici, c'est les caves, coteaux et maisons de Champagne, qui sont caractéristiques d'un passage d'un artisanat à une construction en série d'un objet, le champagne, aujourd'hui de luxe et surtout connu internationalement partout dans le monde, et qui est en plus associé à des périodes de joie et de fête. Des architectures toujours d'industrie, j'allais dire. Ici, c'est la saline d'Arquet-Senans, qui a été construit à l'origine pour exploiter le sel, puisqu'à l'époque, au XVIIIe, on avait quand même toujours besoin de beaucoup de sel, et qui ensuite a été formalisé par cette architecture extraordinaire et utopique de Nicolas Ledoux. On a des architectures beaucoup plus récentes. Vous reconnaissez peut-être ici la chapelle de Ronchamp, de Le Corbusier, qui est un bien transfrontalier en série de 17 sites qui s'étalent sur, alors de mémoire, je crois que c'est 7 pays, dont la France, évidemment. On a des architectures plus extraordinaires les unes que les autres, évidemment. Ici, c'est un des derniers sites qui est passé. Vous reconnaissez peut-être l'architecture très spécifique de Riviera et cosmopolite de la ville de Nice, qui est passée en 2021. On a du patrimoine naturel, heureusement évidemment, même si ce n'est pas le plus nombreux qu'on ait en France. Vous reconnaissez peut-être un volcan à La Réunion, celui-ci, qui a été inscrit en 2010, de l'architecture très 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 ancienne. Ici, vous reconnaissez peut-être la grotte de Lascaux avec ses 147 gisements et ses 25 grottes ornées, qui a été un des premiers biens qui a été inscrit en 79. Ce qui nous fait une carte de France très remplie finalement. Vous voyez qu'on a une belle répartition territoriale, très diverse et variée, toute période historique confondue, du patrimoine culturel, du patrimoine naturel, du transfrontalier. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Il y a quand même une sorte de diagonale du vide, là, coincée entre le Mont-Saint-Michel et ce qui se passe du côté du phare de Corduan, ici, qui est passé il n'y a pas très longtemps aussi. Et cette diagonale du vide, on ne se l'explique pas, parce qu'il y a évidemment du patrimoine culturel et naturel tout aussi extraordinaire en Bretagne ou en Vendée qu'ailleurs. Alors, certaines mauvaises langues disent que parfois les Bretons sont pas les plus faciles à manœuvrer pour faire un dossier UNESCO. C'est pas du tout ce que je crois, puisque nous, on va y arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ici, le seul bien breton, qui est la forteresse Vauban, dont je vous parlais tout à l'heure, bien en série, qui est inscrit au titre des forteresses Vauban et dont le siège aujourd'hui est à Besançon. Donc on ne considère pas vraiment ce bien comme intégralement breton, même si de façon très matérielle, il est en Bretagne. Et par conséquent, nous serons, je l'espère, le premier site intégralement breton et le premier site d'archéologie de néolithique de plein air.
Maintenant qu'on a dit qu'on a beaucoup de sites en France, on est le 4e pays en termes de quantité. Alors, on est d'accord que c'est pas du tout la course à qui on a le plus. Hein. Un dossier UNESCO, c'est quelque chose de très, très lourd à mettre en place. Néanmoins, on a la chance d'avoir des us et coutumes, des savoirs, des finances aussi qui nous permettent de monter des dossiers UNESCO et de répondre à cette logistique très lourde et très administrative qu'est un dossier UNESCO. Concrètement, il y a 3 grosses étapes dans le cadre d'un dossier. Il y a d'abord la volonté et le portage local. Ensuite, il y a l'antichambre qu'on appelle la liste indicative nationale, c'est-à-dire que c'est l'État français en l'occurrence, qui fait un inventaire de tous les sites et monuments qui seraient potentiellement un jour inscrivables sur la liste du patrimoine mondial. Les mégalithes de Karnak, qui sont depuis l'origine, par exemple. Les premiers sites ont été inscrits en 79, nous on y est depuis 79, avec une petite modulation dans les années 96 sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. En tout cas, c'est cette première liste qui fait date et ensuite elle s'enrichit régulièrement en fonction des velléités des scientifiques, des politiques, etc. Et il y a tout le portage de la candidature et ensuite il y a le fameux passage au comité du patrimoine mondial qui se réunit qu'une seule fois par an et très souvent à l'été. Donc déjà, il ne faut pas louper le coche, si j'ose dire, parce que si on rate un an, ça veut dire qu'on ne peut pas repasser avant au moins l'année prochaine, sachant que souvent, il y a tout un processus qui est mis en place par les ministères qui nous accompagnent et nous soutiennent. Et en France, on est très accompagné sur ces sujets-là par le ministère de la Culture et par celui de la Transition écologique. Je suis allée... c'est bon. Et le deuxième élément, c'est que les États ne peuvent présenter qu'un seul dossier par an. Et ce dossier doit répondre à des impératifs de crédibilité, de représentativité et d'équilibre par rapport à ce qui est déjà inscrit sur la liste. C'est pour ça qu'en France, par exemple, aujourd'hui, on inscrirait probablement plus de cathédrales. Parce qu'on considère que toutes les cathédrales, dans leur typologie, sont déjà présentes sur la liste. Par exemple, on a les vitraux de la cathédrale de Bourges, on a l'architecture de Notre-Dame de Paris, on a la cité épiscopale d'Albi avec son architecture fortifiée si pittoresque. Équilibré aussi par rapport aux autres pays. Il a été instamment demandé au pays qui était le plus richement doté, on va dire ça comme ça, d'essayer de diminuer un peu les éléments d'inscription pour laisser la place aux pays qui étaient sous-représentés. Et en l'occurrence, eh bien, c'est quand même beaucoup les pays d'Afrique. Voilà, l'Australie et l'Océanie. Donc les pays d'Europe, en général, sont assez bien dotés. Et puis l'Asie aussi, puisque la Chine, par exemple, est celui qui a le plus de biens qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Donc il faut tenir compte de tout ça pour passer les différentes étapes, sachant que les différentes étapes, elles sont très nombreuses. Il y a un premier niveau national, avec un comité spécifiquement créé par les 2 ministères, avec des experts nationaux qui nous accompagnent. Donc nous, ça fait 10 ans, par exemple, qu'on travaille en étroite collaboration avec les experts qui nous ont été proposés et quelque part mis à disposition par le ministère de la Culture, qui est celui qui nous accompagne sur la phase de candidature. Et ensuite, une fois qu'on a passé ce premier échelon qui est très très long, on a un deuxième niveau international, dans lequel nous, aujourd'hui, on est rendu, où c'est la France, l'État, qui porte le dossier, pour nous, territoire breton, et qui fait la partie d'expertise internationale qui a lieu avec un organisme spécifique qui s'appelle l'ICOMOS, qui fait toute une série d'expertises sur site. On a des questions, des réponses, c'est vraiment très cadré et très codifié. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça et que tout le monde a validé et que c'est OK pour tout le monde, on a la présentation devant le comité de l'UNESCO, le comité du patrimoine mondial. Et ce comité,
je vous ai mis des extraits. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sessions à l'ONU. Eh bien, c'est exactement pareil. Ce sont les 197 pays qui sont présents, un peu comme vous aujourd'hui, sauf que il y a des petits, il y a le nom du pays devant. Et c'est là encore très codifié. Les sessions se tiennent sur 10 jours, sachant que les propositions d'inscription, elles se tiennent sur 4 jours. Il y a déjà à chaque fois une présentation par l'organisme consultatif. Alors ici, par exemple, je vous ai mis l'exemple des marquises qui sont passées l'année dernière, qui est donc un bien français, qui était le dossier français de l'année dernière. Vous voyez l'experte internationale a préparé une synthèse de tous les différents éléments et de tous les différents temps qu'on aura eu avec les différents experts internationaux qui se sont succédés. Il y a une présentation très formelle qui est faite, alors ici en anglais, mais elle parle en français, puisque les 3 langues officielles de l'UNESCO sont l'anglais, l'espagnol et heureusement pour nous, le français. L'UNESCO, je ne sais pas si vous le savez, est à Paris. Le siège est à Paris grâce à André Malraux. Et d'ailleurs, ça se visite. Si un jour vous avez envie d'aller visiter, c'est très très sympa. Je vous le recommande chaudement. Il y a des visites guidées, il faut réserver. Et il y a des œuvres extraordinaires à l'UNESCO puisque c'était dans cette idée utopique de promouvoir la paix, la bienveillance dans le monde par l'art et la culture. Donc on a des œuvres extraordinaires de Picasso, Calder, Tadao, Ando, etc. Si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment le coup. Donc l'ICOMOS continue son rapport. Vous voyez ici la synthèse. C'est assez succinct pour que tout le monde puisse prendre rapidement connaissance de l'avis que va donner l'ICOMOS. Donc vous voyez, il y a l'analyse comparative, il faut prouver notre légitimité à être sur une liste où il y a déjà des monuments et des sites, les questions d'intégrité, est-ce que vraiment le monument ou l'ensemble du territoire n'a pas trop évolué par rapport à ce qu'il était à l'origine, les questions d'authenticité, est-ce que les matériaux sont les mêmes, est-ce que les valeurs qui y sont associées sont les mêmes, etc., etc. Les critères qui sont des éléments très administratifs, et puis il y a toutes les questions des frontières, la protection, la conservation et la gestion, qui est un élément crucial et sur lequel ils sont particulièrement attentifs. Une fois que l'ICOMOS a fait son rapport, les États qui votent donnent leur avis et s'il y a débat potentiel, certains proposent des amendements. Voilà. Alors, par exemple, l'ambassadeur du Liban avait proposé un amendement quand les marquises sont passées pour inscrire le critère 3. Bon, pour des raisons X et Y sur lesquelles je ne vais pas rentrer, mais en tout cas, il fallait que cet ambassadeur propose un amendement pour ensuite être suivi par les 21 pays qui vont voter. Et une fois que tout le monde est d'accord et s'est mis d'accord, et croyez-moi, ça peut être très 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 long quand les sites sont potentiellement conflictuels. Par exemple, l'année dernière, il y a les sites de l'apartheid qui ont enfin été proposés et qui ont été inscrits, notamment les sites où avait vécu Nelson Mandela. Ça faisait des années qu'ils travaillaient sur cette candidature. Le débat a quand même pris 3 heures. Et ça a été finalement inscrit, mais vraiment dans la souffrance. Et donc, une fois qu'on en est rendu là, et que tout le monde est d'accord, que tout le monde a parlé, que tous les ambassadeurs ont fait leur petit protocole précis, on a l'inscription officielle. Je vous propose de regarder une très courte extrait de ce qui s'est passé l'année dernière pour les marquises. C'est la dernière partie de cette inscription. C'est le moment où le chairperson, le pays hôte et l'ambassadeur qui représente ce pays hôte et qui gère le comité dans son intégralité inscrit le site. Donc ça dure 3 minutes, mais voilà, je vous propose de faire ce petit temps. Comme ça, vous pourrez dire « j'ai vu une session à l'UNESCO ». France, you have the floor for a 4-minute statement. Thank you. Monsieur le Président, prenant la parole pour la première fois, je voudrais tout d'abord remercier et féliciter le gouvernement de la République d'Inde et votre présidence pour la remarquable organisation de ce comité. Je remercie également les experts et de l'ICOMOS et de l'UICN pour leur travail exceptionnel. Monsieur le Président, je souhaite exprimer
la grande satisfaction, les remerciements et la fierté de la France de voir les îles Marquises inscrites sur la liste du patrimoine mondial et de l'UNESCO, une fierté d'autant plus grande qu'il s'agit de la très rare inscription d'un bien mixte. La France accordant une très grande importance à l'expression des peuples qui portent et incarnent cette candidature, j'ai maintenant l'honneur de donner la parole au ministre du gouvernement de la Polynésie française, dont les îles Marquises font partie. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité du patrimoine mondial, Excellences, chers collègues, Yaorana Kaohanui, au nom de la Polynésie française, Maoinui, dont l'archipel des Marquises fait partie, j'ai l'honneur de m'exprimer afin de soutenir la candidature de Tehenua Enata, les îles Marquises. Plus qu'un soutien, c'est le rayonnement mondial de la terre des hommes et de notre pays dont il est question. Ces îles sont un trésor inestimable de notre planète, composé de paysages naturels d'une rare magnificence et de traditions culturelles bien vivantes. Il est le témoignage vibrant de l'harmonie ancestrale entre l'homme et la nature. Nous sommes le peuple issu de Temoananui Hiva et notre relation à la mer et à la terre est au cœur de notre identité. Selon la perception océanienne du monde, chaque élément de la nature est sacré et interconnecté. Les esprits de nos ancêtres continuent à nous guider et à protéger notre environnement. Ce bien exceptionnel sera reconnu internationalement et cela renforcera les efforts de protection et de valorisation des communautés locales et territoriales. Nous avons la conviction que cette inscription contribuera à préserver et respecter ce joyau pour l'humanité dans le cadre du plan de gestion où nos frères et sœurs marquisiens joueront un rôle primordial. Leur implication directe et active sera la clé pour assurer la protection et la valorisation de leur patrimoine foncier et culturel, reflet de leur identité et de leur héritage. Je vous remercie tous de votre attention et de votre soutien à cette candidature unique. Maururu, Koutaunui, Vaieinui, merci, gracias a todos, thank you. Ils sont très contents. Je sais pas comment. Vous voyez, la salle, elle est composée de tous les ambassadeurs, donc tout le monde va se congratuler, c'est très sympa. Merci. Le comité, il est visible en direct. Je compte sur vous pour nous regarder en direct en mois de juillet, quand on passera, parce que ça sera nous qui serons là, et vous me verrez sûrement derrière avec le drapeau breton. Et pour arriver à ce mois de juillet, maintenant je vais vous dire un mot de notre démarche d'inscription et puis de notre bien, la façon dont on l'a construit. Concrètement, la démarche, elle a été très très longue, extrêmement compliquée à mettre en place, extrêmement débattue, extrêmement aussi challengeante et enthousiasmante. On est effectivement inscrit depuis très longtemps, je vous le disais, sur la liste, cette fameuse liste indicative. Mais au début, c'était que les alignements de Karnak. Et les alignements de Karnak appartiennent à l'État. Et l'État, dans les années 90, a eu des volontés de valorisation du site qui n'a pas été spécialement ni partagée, ni très bien perçue par les différents partenaires et encore moins par les habitants, avec certaines maladresses assez désagréables.
Du coup, c'est créé une association de défense locale qui s'appelle Menhir Libre, qui existe encore aujourd'hui, que vous avez peut-être vu passer puisque ça a été assez loin. Il y a une bombe qui a été posée, ils sont allés manifester à Paris. En tout cas, ils ont suffisamment remué ciel et terre et granit pour faire arrêter le projet de valorisation et de façon concomitante et par répercussion, le projet d'inscription à l'UNESCO. Là-dessus, bon, c'est vrai que les gens ont eu besoin un petit peu de souffler, de reprendre les esprits, d'aplanir les différentes tensions. Et puis, quand il y a eu les projets les nouvelles tentatives d'inscription sur la liste du patrimoine mondial, on était dans les années 2000, 2005, et ils ont été confrontés à une difficulté, c'est-à-dire que la Convention de 72 et la liste du patrimoine mondial, elle avait évolué elle aussi par rapport aux années 80. La façon dont on perçoit le patrimoine aujourd'hui, en tout cas à l'international, elle est différente de celle dont on le perçoit aujourd'hui. Pour vous donner un exemple que j'aime beaucoup, que je trouve assez parlant, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui on n'inscrirait plus le château de Versailles qui est sur la liste du patrimoine mondial comme on l'a inscrit dans ces années-là. Aujourd'hui on inscrirait le château, le parc, la ville, puisque les uns et les autres sont perméables et se sont construits les uns avec les autres. Donc c'est souvent des projets de territoire qu'on présente aujourd'hui à l'UNESCO. Et les projets de territoire, c'est vraiment super et très chouette, mais ça veut dire qu'on multiplie les interlocuteurs, on multiplie les monuments, on multiplie la communication et on multiplie finalement les sources de tension et les problèmes potentiels. En tout cas, en 2012, il y a eu une sorte de sursaut et surtout de conjonction et d'alignement, non pas de planètes, mais en tout cas de mégalithes, entre les scientifiques, les archéologues, l'État et les politiques. Les scientifiques, eux, avaient avancé sur leur perception du territoire, sur leur recherche, voilà, sur la perception de ces monuments par rapport au paysage, héritage qu'on a mobilisé encore aujourd'hui. Et les politiques, eux, étaient prêts à se lancer dans une nouvelle aventure UNESCO parce qu'un dossier UNESCO, c'est vraiment une aventure. Il faut avoir du temps, il faut avoir de la motivation, il faut avoir des finances, il faut avoir de l'investissement, et il faut avoir très envie d'y aller. Et donc en 2012, il y a eu la création de cette association que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger aujourd'hui, Paysages de mégalithes, qui porte la candidature encore aujourd'hui. Le recrutement d'une équipe, et puis le travail de fond avec les scientifiques pour écrire un premier rapport qui a été validé par le ministère de la Culture, qui est quand même celui qui nous valide nos éléments. Pour vous donner une idée du calendrier et des différentes étapes, je vous propose ce petit calendrier général. Donc, vous voyez que la phase de candidature, elle s'arrête là au niveau national. Il nous a quand même fallu tout ça pour formaliser un dossier, pour formaliser les éléments scientifiques, pour formaliser les périmètres, pour formaliser la gestion. Autant de choses que je vais vous présenter dans un instant. C'est très long un dossier UNESCO, c'est très très long. Mais c'est encore plus long quand il y a autant de monuments et de sites et quand il y a autant de structures et de personnes autour de la table. C'est comme tout projet, plus on multiplie les interlocuteurs, plus c'est ambitieux, en général, mieux c'est en termes d'efficacité et de productivité, mais c'est toujours très long. Et là, aujourd'hui, donc l'État a déposé notre dossier en notre nom il y a un an maintenant. Oui, c'était il y a un an tout juste d'ailleurs, parce que c'était le 20 janvier. Et on est en phase d'analyse internationale et vous voyez qu'il y a une multitude d'étapes qui nous sont imposées et heureusement ça prouve la pertinence scientifique de l'évaluation de l'organe consultatif qui s'appelle l'ICOMOS, comme je vous le disais, et qui va rendre son avis auprès du comité dont la 47e session se tiendra cet été. On passera probablement dans les alentours du 11-12 juillet en direct, encore une fois, en Bulgarie, à Sofia. Donc un dossier très long, beaucoup de monuments, je vous l'ai dit, beaucoup de partenaires. Alors je pense pas que vous puissiez lire, mais de toute façon c'est pas très grave, on va pas rentrer dans le détail. C'est juste pour vous donner une idée quantitative des différentes structures qui sont impliquées. Et quand je dis impliquées, c'est vraiment impliquées complètement. Ce sont des gens avec qui on travaille
Pas tous les jours, mais presque. Il y a les collectivités territoriales entre la région, le département, les communes et les EPCI, c'est-à-dire Auray-Quiberon, ACTA et GMVA. L'État, tous les services de l'État, on a quand même 4 ministères impliqués entre la culture, la transition écologique, l'éducation et même l'armée. Et puis différentes entités de l'État en plus. Et tous les autres qui sont extrêmement nombreux et tout aussi importants, voilà, qui sont ici, dont évidemment le grand site dunaire du côté de Gavre à Quiberon, que vous connaissez peut-être si vous êtes de là-bas, et du côté du golfe du Morbihan, c'est le parc naturel régional, qui sont des interlocuteurs extrêmement importants pour nous. Tout ça s'appuie sur l'association que je vous ai présentée et puis sur un représentant de l'État qui est le préfet, qui est l'instance politique et décisionnaire et qui porte véritablement l'aspect administratif et réglementaire. Et puis on a, et ça c'est extrêmement important dans le cadre de notre dossier, c'est une volonté qu'on a eue très vite et qui n'est pas toujours le cas, un comité scientifique international qui est composé d'archéologues internationaux qui était placé sous la présidence d'Yves Coppens qui nous a quittés il y a 3 ans et qui a travaillé d'arrache-pied pendant notamment tout le début du dossier pour les éléments scientifiques, parce que nous, contrairement à d'autres monuments inscrits sur la liste, il a fallu qu'on construise notre discours scientifique. Le phare de Cordouan, par exemple, et c'est pas du tout un critère de jugement, hein, c'est un état de fait. Le phare de Cordouan, ils avaient déjà toute une littérature qu'ils ont évidemment enrichie et complétée, mais ils partaient de quelque chose. Nous aussi, on partait de quelque chose, on partait des éléments scientifiques, mais il a quand même fallu réfléchir, se coordonner, concrétiser et poser sur le papier des éléments scientifiques et historiques qui n'existaient pas auparavant, qui étaient dans l'air, mais qui n'avaient jamais été vraiment et légitimement posés. Ce qui explique aussi pourquoi les débuts ont été si longs. On avait vraiment à cœur d'avoir une trame scientifique qui soit la plus solide, complète. Et je pense que c'est une des grandes forces de notre dossier, sur lequel on a franchi toutes les étapes, parce que finalement un dossier UNESCO, c'est une sorte de méga formulaire et d'éléments très cadrés à remplir, où il faut aller dans la trame qui nous est imposée d'éléments scientifiques qui s'appellent la valeur universelle exceptionnelle, comparée avec tous les autres sites qui sont déjà sur la liste pour prouver notre légitimité à être sur la liste où il y a déjà des sites néolithiques et où il y a déjà des mégalithes. Vous connaissez peut-être par exemple le site de Stonehenge en Angleterre. Voilà, donc il y a déjà des mégalithes et il fallait qu'on prouve notre légitimité, et notamment scientifique, à être sur cette liste par rapport à ces sites-là. Et puis ensuite, il y a des critères, des périmètres, des plans de gestion, etc., etc., etc. Donc très tôt, les scientifiques ont travaillé sur ces éléments fondamentaux et fondateurs. Et la question s'est posée assez rapidement du périmètre régional. Ils se sont dit, et je pense qu'on partage tous ce constat, que des mégalithes, il y en a partout en Bretagne. D'abord, il y en a partout en France. Puisque c'est dans les Ardèches qu'il y a le plus de dolmens en termes de quantité. Et il y en a partout en Bretagne. Vous voyez, tous les points rouges, ce sont des mégalithes. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est assez bien lotis. Après, vous voyez toujours tous les points rouges au niveau du territoire qui nous intéresse, qui sont quand même très très condensés. Ça veut dire que là, rien qu'en termes de quantité, il se passe un truc. C'est évidemment pas le seul argument terme quantitatif pour définir un périmètre. Donc ils ont continué à travailler et ils ont défini une première commune de travail, un périmètre test, on pourrait dire, qui s'est allé sur 26 communes, qui se sont donc enrichies depuis de 2 communes, qui étaient centrées ici sur ces éléments aquatiques, on va dire. Donc ils ont travaillé. Ils ont défini une période historique aussi, puisque nous, on a la chance d'être dans un territoire qui est très riche. On a du néolithique, qui est la période charnière dans l'histoire de l'humanité, qui s'étale grosso modo de 7000 à 5000 avant le présent. Mais on a aussi des éléments très
très intéressants de la période juste avant, qui s'appelle le Mésolithique, et des éléments très intéressants de la période juste après, qui s'appelle c'est l'âge des métaux. Et donc, on a, et puis sans compter le gallo-romain, etc. Donc, il fallait bien s'arrêter à un moment au niveau de l'histoire, parce que sinon, on n'allait pas s'en sortir, déjà qu'on a beaucoup de monuments. Et ils se sont dit, on garde juste la période du néolithique, avec le type d'architecture emblématique de cette période, qui est le mégalithe. Hop. Alors, concrètement, comment ils ont fait pour définir et affiner ce territoire ? Ils se sont dit, on va faire des catégories selon les monuments qui nous paraissent les plus spécifiques et les plus emblématiques de cette période. Ils ont commencé par les menhirs, ça c'est le terme breton. Les archéologues préfèrent dire stèles dressées. Bon, c'est la même chose, donc on va pas pinailler. Moi, je vais dire stèles dressées pour la suite. Et j'imagine que vous connaissez ce monument-là, que sont les alignements de Karnak, bien sûr. Mais en fait, les alignements de Karnak, c'est vraiment la partie qu'on voit de tout l'iceberg. Des stèles dressées, ou des stèles dressées mais qui sont tombées, il y en a partout. Partout, partout, partout. Elles peuvent être dressées, ça peut être des unicums dans des volumes et des représentations extrêmes, comme ici à Locmariaquer, le grand menhir brisé, qui était énorme, énorme et qui a dû être effroyable à déplacer. Ils sont alignés à Pluneret, à Erdevenne. Là, c'est, je ne sais plus où c'est, mais vous m'excuserez. Ça, c'est à la Trinité, et ici, c'est celui de Kerbouniac à Saint-Pierre. Bon, bref, je vous ai mis 3 exemples, j'aurais pu vous en citer des centaines. Il y en a vraiment partout, dans des états très disparates. Vous voyez bien qu'il y a une différence très visuelle entre les alignements qui sont bien propres, bien alignés, et par exemple ici à Pluneret. Et puis, il y a aussi autre chose qu'on trouve assez régulièrement d'ailleurs en Bretagne, qui sont des arcs de cercle. Il y a un mot breton pour qualifier ça, on appelle ça des cromlechs. Et ces enceintes, elles sont extrêmement grandes et elles sont extrêmement nombreuses, et surtout elles vont très très souvent avec des alignements, qui est une grande spécificité de notre dossier. Et quand on a comparé avec les autres sites qui étaient déjà sur la liste du patrimoine mondial, on est allé en Écosse voir ce qui se passe au niveau des cercles de Brodgar, qui sont parmi les plus grands du monde. Et en fait, ils sont effectivement parmi les plus grands du monde, mais surtout, ils sont pas très nombreux. Nous, on en a des dizaines de milliers. Vraiment, d'ailleurs, on n'a pas de chiffre exact, puisque on continue à en découvrir encore aujourd'hui. On en découvre tous les ans et on va continuer à en découvrir, c'est évident. Le deuxième élément qui est très très spécifique et qui est une des légitimités de notre dossier, c'est les tombeaux qui vont toujours, très très souvent, on va dire, c'est pas systématique, avec les alignements. Vous voyez ce rougeoiement, cette concentration là, au niveau de Karnak, Erdevenne et Crac, puisqu'évidemment c'est là où il y a aujourd'hui le plus d'alignements et de plus de vestiges. Et ces alignements, et ces tombeaux, pardon, et bien aujourd'hui, ce qu'on en voit, ce sont des dolmens. Le dolmen, c'est la ruine d'un monument plus volumineux. Là, ces petites collines, là, vous voyez, qu'on appelle un tumulus, un tertre ou un cairn, selon la composition. Et donc ces monuments, ils sont extrêmement nombreux, ils sont attribués aux origines du néolithique, et surtout ils s'étalent sur toute la période du néolithique, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve pas très souvent ailleurs dans le monde. Et ils sont toujours en lien avec les alignements. Le troisième élément qui est très 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 spécifique à notre territoire, ce sont les gravures. Les archéologues appellent ça l'art pariétal. Et les gravures, elles sont partout, mais vous connaissez peut-être ici le monument extraordinaire de Gavrinis, dont j'ai une petite photo qui ne rend pas du tout justice au monument ici, mais si vous n'êtes jamais allé le voir, prévoyez ça un week-end, ça vaut vraiment le coup, c'est à l'Armand-Baden. Et
ces gravures, on les trouve partout sur l'ensemble du territoire et notamment sur les dolmens. Et ça, c'est vraiment une avancée des recherches de ces toutes dernières années-là, puisqu'il y a une monographie qui va sortir cette année, en 2025. Ils sont souvent en lien avec un univers marin. Le cachalot, ici. Ici aussi. Alors, il y a un poulpe, mais que je ne vous ai pas mis, vous m'excuserez, quelque part. Et puis, il y a des bateaux embarqués. À Gavrini, c'est le mouvement de l'eau ici qu'on voit, parce que Gavrini, c'est une île, on était entouré d'eau. Donc, tout un univers marin qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire. Le quatrième élément, c'est celui des dépositions. Alors, les dépositions, c'est le mot archéologique pour dire les objets de grande valeur qu'on retrouve un peu partout sur le territoire et notamment, ce qui nous intéresse beaucoup pour la période du néolithique, c'est l'objet phare emblématique de cette période qui est ceci. C'est la hache polie qui a donné son nom à la période, puisque le néolithique, ça veut dire l'âge de la nouvelle pierre. Et ces dépôts sont extrêmement nombreux, extrêmement magnifiques. Hein. On appelle ça la hache carnacéenne, pour vous donner une idée. Il y a vraiment une production typique. Et surtout, c'est l'emblème d'un territoire qui était d'une très grande richesse, puisque c'est un matériau, je vous le disais, d'une très grande valeur, et dont on ne trouve absolument aucun équivalent ailleurs au monde. Puisque nous, quand on a fait l'analyse comparative, il a fallu qu'on aille en Angleterre, mais qu'on aille surtout dans une période différente. La période de transition entre le néolithique et puis l'âge des métaux. Du côté d'Amesbury, vous voyez ici, ça, c'est bien du métal. Donc aucun équivalent au monde. Et donc tous ces éléments façonnent un territoire très spécifique, avec des symboliques qui aujourd'hui nous échappent toujours. Par exemple, ne me demandez pas à quoi servent les alignements, je n'ai pas la réponse. Je ne pourrais pas vous dire, les archéologues ne l'ont pas. Il y a plein d'hypothèses, dont les toutes dernières seraient qu'il ne faut pas les voir dans leur alignement, comme je vous ai mis sur la photo, mais qu'il faudrait les voir de face, comme une sorte de mur symbolique qui départagerait même le territoire des vivants, le territoire de la vie quotidienne. Et quand on entre, on laisse tout ça derrière soi et on rentre dans une espèce d'espace symbolique, spirituel, en tout cas avec une valeur intellectuelle et spirituelle bien spécifique. Mais ça, on n'a pas de traces et les archéologues aiment beaucoup avoir des preuves. Et donc, tant qu'ils n'auront pas trouvé la preuve absolue de ça, ils ne pourront rien affirmer, sachant que le néolithique, vous le savez peut-être, ne connaît pas encore l'écriture, ça n'a pas encore été inventé. Donc, d'ici à ce qu'ils aient une preuve concrète, on a peut-être plusieurs générations devant nous. Ce paysage spécifique s'appuie sur les littoraux, extrêmement importants. Tous les monuments, en tout cas très grande partie, sont en lien avec ces littoraux. Alors ça peut être la baie de Quiberon ici, ça peut être le golfe du Morbihan, mais c'est surtout tout ce qui se passe ici au niveau des rivières. Tous les monuments de Karnak, par exemple, sont érigés sur des points spécifiques du relief en lien avec les pénétrantes naturelles ici et ce qui se passe ici au niveau du bassin du Gouyanzeur et de la rivière du même nom. Et puis là, sur la carte, vous remarquez peut-être quelque chose de bizarre à ce niveau-là. Il y a 3 rivières, mais il n'y a pas d'eau. Vous voyez, là, c'est l'île aux Moines et là, c'est l'île d'Ar. Alors peut-être que certains d'entre vous font du voilier ou du bateau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans le golfe du Morbihan, on peut faire de la voile. Eh bien, à l'époque du néolithique, on ne pouvait pas. C'était pas en eau. C'était un territoire de marais, de ria, extrêmement riche et extrêmement propice à l'implantation de groupes d'êtres humains et qui, sans aucun doute, a fait en sorte que ces groupes d'êtres humains se sont imposés, se sont enrichis, entre guillemets, et ont permis d'avoir ce pôle de richesse et de pouvoir incroyable qu'on connaît aujourd'hui et dont il nous reste que ces ruines. Et ces monuments, et ça c'est une des grandes spécificités de notre dossier, sont des témoins
de ce changement climatique déjà à l'époque, de cette remontée du niveau marin dans le Golfe, mais aussi au niveau des littoraux de la baie de Quiberon. Et aujourd'hui, on retrouve des monuments qui sont émergés. Et on retrouve des monuments extraordinaires qui sont émergés. En face de l'île de Gavrinis, avec les gravures dont on parlait tout à l'heure, il y a l'île d'Erlani, qui est aujourd'hui une réserve ornithologique sur laquelle on ne peut pas accéder. On retrouve un cromlech ici. Vous voyez qu'il continue dans l'eau. Et surtout, celui-ci, on sait qu'il a été érigé. C'est le deuxième monument de l'île. Le premier est ici. Alors, faites-moi confiance, hein, vous ne voyez rien, mais il est dans l'eau. Et d'ailleurs, il pose des considérations extrêmement compliquées parce que pour accroître la connaissance, il faut plonger. Et là, on est au niveau du courant de nagement. Et ceux d'entre vous qui font de la voile savent que c'est un courant extrêmement compliqué. On retrouve des alignements un peu partout. Ici, c'est celui de Cardual à la Trinité. Vous voyez, là, ça, ces gros blocs qui ressemblent aujourd'hui plus à grand-chose. Eh bien, c'est un alignement. Là, on en voit 5 pierres. Ici, à Locmaria-Ker, sur la pointe de Carpénir, on en trouve aussi. Et ici, peut-être un des monuments les plus extraordinaires du dossier. À Saint-Pierre-Quiberon, ça, celui-là. Les archéologues ont retrouvé 13 lignes de stèles, qui fait aujourd'hui le site au monde qui en a le plus, puisque les alignements de Karnak en ont 11. Et il est complètement sous l'eau. Et il a une partie aujourd'hui qui est complètement coupée par l'urbanisation. On trouve un bout de la file plus haut au niveau des maisons, sur la terre ferme. C'est très étonnant. Voilà, donc tout ça, effectivement, formalise un territoire spécifique qui a permis de délimiter. Vous voyez ces 4 grosses entités. Ici, le plateau de Karnak, le bassin du Gouillanzeur. Alors, je ne sais pas si... qui s'appuie sur des spécificités du relief. Voilà, on y arrive. Tac. Qui est peut-être la partie du territoire qui est la plus connue, puisque c'est là où se trouvent les fameux alignements de Karnak. Hop. Ah oui, il s'emballe, j'ai trop appuyé, il est parti. Ça, ce sont les alignements de Carbouniec dont je vous parlais tout à l'heure. On revient aux alignements de Karnak, ici. Et donc, c'est tout un territoire qui est constitué de ces monuments extraordinaires. Voilà. Les monuments, des alignements en lien avec des dolmens et qui s'articulent autour des rivières et des rivières. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas monté plus haut? Pourquoi est-ce que la délimitation, elle s'arrête ici, par exemple? Oh, pardon. Parce que les délimitations, elles s'appuient sur les points du relief. C'était extrêmement important d'avoir un élément scientifique paysager dans le dossier, puisque les monuments mégalithiques ont été érigés par rapport à ce substrat géologique et par rapport à ce paysage spécifique. Ils ont contribué à créer un paysage spécifique, mais ils ont aussi été érigés par rapport à ce que les gens, les locaux, avaient sous les pieds. Et notamment, c'est pour ça que c'est en granit, parce qu'il y avait beaucoup de granit spécifique qu'on appelle de l'orthogneiss sur les sites sur lesquels ils vivaient. On a cette première ère spécifique. Ensuite, on a un deuxième élément au niveau de la zone de Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon, qui lui s'articule sur les alignements dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur des dolmens beaucoup plus discrets, mais qui existent bel et bien. Voilà une autre photo des alignements qui sont sur la plage. Alors vous voyez qu'on pourrait vraiment les confondre avec n'importe quel caillou, algueux. Et pourtant, c'est bien un monument qui date de 6000 ans. On a une autre partie du territoire qui est très spécifique, qui est centrée sur le golfe du Morbihan, avec presque 90 sites et qui s'articule autour des rivières. Et qui contient notamment le monument extraordinaire de Gavrinis, dont je vous ai mis une meilleure photo à ce niveau-là. Et puis enfin, on a une toute petite dernière partie au niveau de la commune du Bonneau et d'Auray, Crac, Pluneret, avec seulement 10 monuments,
Mais celle-ci est particulièrement intéressante parce que les monuments qui y sont ont une structure très particulière. Au lieu d'avoir un couloir qui file comme ça, le couloir est coudé. Et toujours en lien avec ces littoraux et ces éléments ripariens ici. Les monuments se font face sur les rives et se répondent. Même si aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus du tout voir ces éléments-là. Et c'est même un peu frustrant quand on est sur les pointes. Ici, le tumulus de Carnour-sur-Bonneau, que je vous invite aussi à aller voir si vous allez dans cette charmante petite commune avec le pont très sympathique, dans lequel on peut rentrer. Donc c'est assez sympa. L'endroit est magnifique, il appartient au département. La balade est très belle sur le lit de la rivière, comme ça. Et vous pouvez rentrer dans ce monument. Je vous ai remis une petite vidéo de présentation qui... Paysage de mégalithes présente le Sud Morbihan. Ce petit coin de paradis, avec son littoral singulier, sa nature sauvage, sa gastronomie et ses cailloux. Et oui, le littoral morbihanais, c'est aussi un petit coin de paradis archéologique, le théâtre d'une histoire millénaire. Et si on remontait un peu le temps pour y voir plus clair? Ok, et si on remontait beaucoup le temps? Enfin, vraiment beaucoup. Stop, stop, stop. Nous y voilà. 7000 ans en arrière. Bienvenue au Néolithique, ou la période des premières sociétés agropastorales qui ont, avec leurs mégalithes, taillé le paysage du littoral morbihanais. Des dizaines de milliers de menhirs, dolmens, gravures et tumulus monumentaux qui recouvrent les rives du Morbihan, dans une concentration exceptionnelle et unique au monde. À leurs pieds, on a retrouvé des objets polis, dans des matériaux rares, d'origine très lointaine, témoins d'un pôle de pouvoir et d'influence dans le Sud Morbihan qui rayonna bien au-delà du territoire. Aujourd'hui, nous voulons que ces monuments rejoignent le patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce qu'après tout, ce n'est pas que l'apanage de quelques belles pierres. Nos mégalithes aussi méritent d'être gravés à tout jamais dans l'histoire de l'humanité. Voilà 10 ans que nous portons collectivement cette candidature aux côtés des habitants. Un travail qui mobilise tous les acteurs du Sud Morbihan autour de la préservation, l'éducation, la valorisation et la protection. Cette candidature, c'est la promesse collective de préserver ce patrimoine millénaire et de le transmettre aux générations futures. Oui, rien que ça. Voilà, la petite vidéo de présentation au grand public, vous l'avez compris, de la candidature qui synthétise ce que je viens de vous dire en plus fun. Oh, non, je ne veux pas vous la remettre, je passe. Maintenant, quelques éléments pour répondre à la question à quoi ça sert un dossier UNESCO. Vous l'avez compris, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Certains diraient... c'est pour une valorisation touristique. Alors parfois c'est le cas, c'est vrai, et c'est un des éléments presque constitutifs d'un dossier UNESCO, c'est que ça met vraiment en lumière le territoire et surtout ça le met vraiment en lumière à l'international. Par exemple, il y a des tours opérateurs qui sont spécialisés uniquement dans les visites des biens UNESCO. Bon, nous, très très clairement, c'est pas du tout pour ça qu'on le fait. On est revenu à la philosophie d'origine de la Convention de 72. Nous, la volonté des élus et surtout en lien très fort avec les scientifiques et notamment les services de l'État à la Direction régionale des affaires culturelles, c'était la protection et la préservation de ces monuments. Vous avez vu, c'est quand même extraordinaire ce qu'on a aujourd'hui encore sous les yeux. On sait que ce n'est qu'une partie de ce qui existait, qu'il y a eu beaucoup de destruction. Je pense qu'il n'y a pas un muret du côté de Plouarnel qui n'est pas fait avec des reliquats de tumulus ou de menhirs. Je pense qu'il y a un certain nombre de maisons du côté d'Erdeven ou de Carnac qui sont faites avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire les carrières de pierre qui étaient les monuments mégalithiques qui n'étaient pas encore du patrimoine. Et l'idée, c'est que cette conscience qu'on a de ce patrimoine extraordinaire aujourd'hui soit suivie de faits et d'outils et d'éléments qui soient réglementaires
ou de conventionnement ou d'implication générale des uns et des autres en fonction de leur champ de compétences, que tous ces outils soient mobilisés pour la préservation et la connaissance et la valorisation éventuelle et surtout la transmission de ces monuments, de ce paysage et de ce territoire très spécifique, de ce bien de l'UNESCO. Pour ça, l'UNESCO nous demande de mettre en place un plan de gestion. Nous, on a fait un document très transversal, on a mis 3 ans pour l'écrire, avec énormément de personnes autour de la table. On a mis tous les partenaires, mais on a aussi beaucoup travaillé avec les habitants au niveau local. On a fait, vous voyez, on a fait des réunions sur table. Bref, l'idée, c'était d'avoir un engagement extrêmement collectif pour être sûr que ce plan de gestion il soit porté et il soit appliqué. Parce qu'il y a des thématiques qui sont assez faciles à mettre en œuvre et puis il y a des thématiques qui le sont quand même un petit peu moins et qui s'étalent sur le temps long. Le plan de gestion, il est basé sur 6 enjeux de connaissance, d'appropriation collective, c'est-à-dire le fait que tout le monde puisse vraiment être acteur de ces éléments-là, la protection, c'est-à-dire la réglementation, la gestion des risques, et puis une partie sur le tourisme, puisque il faut non pas valoriser ce territoire touristiquement, mais mettre en place les éléments pour le confort du visiteur et le respect du monument. Un tourisme responsable et durable. Et ça, c'est partagé par l'ensemble du territoire. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails. Je vous ai mis une photo. Voilà à quoi ressemble l'enjeu numéro 1, celui sur la connaissance. Donc, vous voyez, c'est très protocolaire. Les archives, la recherche scientifique, les réseaux de coopération, les chantiers écoles, les éléments immatériels avec tout ce qui est contes et légendes qui sont liés aux mégalithes, puisque évidemment, au fur et à mesure des millénaires, il y a un certain nombre d'éléments et de croyances qui se sont développés. Et puis, etc., les données cartographiques avec, vous voyez, un calendrier de mise en œuvre et de diffusion de l'information. Donc, on a de la préservation. Ça, c'est ma collègue Émilie qui s'occupe de ces cailloux, comme on les appelle amicalement chez nous. Vous voyez, il y a un petit problème de lichen ici, c'est vert. Les propriétaires privés, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 350 monuments qui sont en propriété privée. Donc, ça fait presque les 2/3 des monuments qui sont en propriété privée. L'idée, c'est pas du tout de les ouvrir au public, ces monuments, mais c'est juste d'informer à minimum les gens qu'ils ont un monument mégalithique qui, en plus, va rentrer à l'UNESCO. Et croyez-moi, très souvent, la majorité des personnes qu'on a rencontrées n'étaient même pas au courant qu'ils avaient un monument sur leur terrain. Alors des fois ça se comprend parce que c'est un tumulus ou un bout de dolmen qui est perdu au fin fond des bois et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on n'est pas archéologue de les saisir. En tout cas, ça c'était un des sujets principaux qu'on a fait l'année dernière. Il y a les parties de protection réglementaire au titre des monuments historiques avec les fameux architectes des bâtiments de France qui donnent un avis réglementaire. Et il y a la partie touristique, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit dans une zone qui attire beaucoup, et notamment en période estivale. Je vous ai mis cette photo qui est assez parlante, parce que là, on est sur la plage entre la Trinité et Carnac. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette plage. Et en fait, voilà, je l'ai. Ça, c'est un tumulus. C'est un tertre. Et là, eh ben, ce sont les monuments immergés, les stèles que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors ici, on est à marée haute, on ne les voit pas très bien. Et pourtant, ici, vous avez tumulus et alignement. Et je pense que si on faisait un petit sondage auprès de tous les gens qui sont là, on n'aurait pas beaucoup de personnes qui sauraient qu'elles sont à côté d'un monument extraordinaire qui a 7000 ans. Et en même temps, c'est bien normal puisque c'est marqué nulle part. Voilà, donc vous voyez ce genre de choses, d'information, de sensibilisation, de gestion des actes de méconnaissance. On ne pose pas son vélo sur un menhir, évidemment. On se prend encore moins en photo sur un dolmen, puisque le monument a 6000 ans et qui va finir par s'écrouler. Donc c'est mauvais pour le monument et potentiellement c'est dangereux pour les gens qui font ça. Même si ça part toujours d'une bonne impression, évidemment. Et puis, le tout
est appliqué parce que l'ensemble des personnes présentes sont d'accord. Ça fait beaucoup de structures, vous l'avez vu, et tout le monde a signé cette convention. Ici, on était dans les ordres de la République à la préfecture, avec le préfet qui est au milieu. Je ne sais pas si vous connaissez notre préfet de département, Pascal Bollot. Ici, c'est mon président, le maire de Carnac, et voilà, le président du département. Et je ne vais pas vous citer tout le monde parce que sinon, nous allons dormir là. Mais sachez que tous les gens qui sont là sont des représentants des communes, des collectivités, sont très très impliqués dans le dossier. Et c'est grâce à tous ces gens-là et tout l'équipe de paysage de Mégalithes, les services de l'État et l'ensemble des techniciens de ces structures qu'on arrive à monter un dossier aussi ambitieux que notre dossier UNESCO, dans l'idée de le transmettre aux générations futures, bien sûr. Et je terminerai là-dessus. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions, évidemment. Oui, pour les questions, pensez à avoir il faut parler dans le micro parce qu'il y a un enregistrement vidéo. Oui, merci de cette présentation, qui m'a quand même un petit peu surpris par rapport à l'affiche extérieure où on pensait venir écouter une conférence informative sur les photos et les mégalithes d'un point de vue un petit peu plus touristique et un peu moins formel et, pour employer un mot sévère, bureaucratique. Est-ce que moi je fais un reproche à ce type de démarche, outre sa lourdeur, qui me fait comprendre une nouvelle du jour là. C'est pas forcément que je l'approuve, mais enfin j'ai entendu dire que Trump allait quitter l'OMS. On a l'impression de dire que heureusement que les mégalithes ont vécu jusqu'à nous sans cette protection pyramidale et très coûteuse d'un point de vue administratif et dans ses arcanes. D'autant qu'il y a des oubliés, c'est le deuxième point de ma question, c'est on va préserver quelque chose de façon extrêmement lente, élaborée, etc. Là où les choses se sont survécues elles-mêmes sans cette intervention pendant des siècles et des siècles. Et on oublie aussi, et je connais bien le problème du l'envahissement touristique, du surtourisme, c'est-à-dire que tout se passe comme s'il y avait ce qu'on protège et ce qui est saccagé. Je dis bien saccagé. Saccagé par le surtourisme. Là, il y a des oubliés, par exemple les menhirs de Monteneuf, par exemple le port mégalithique de l'île de Groix que personne ne connaît, y compris les Groisillons. Et donc, ça fait un petit peu comme ça l'hypertrophie administrative et en même temps masque au reste du réel. Il y a ce qu'on peut bétonner, ce qu'on peut bouleverser, ce qu'on peut et puis ce qu'on préserve pour l'idée de préservation acquise à grand renfort de compétences, là, comme vous nous l'avez présenté. Donc ça me gêne quelque peu, quoi. Je ne sais pas si je ne voudrais pas être, c'est pas du tout mon inclination là d'être en contre-pied total et encore moins désagréable. Mais je voulais quand même souligner ça et avoir éventuellement votre critique, votre distance, votre compréhension, ce que vous en pensez de ça. Alors, je pense qu'on est d'accord pour dire que tout type de patrimoine mérite d'être préservé. Que ça soit du micro-calvaire, la croix sur le chemin, le monument, le muret en pierre sèche qui sépare la maison d'une autre maison. On est d'accord. Je partage complètement ce constat. Enfin, je pense que c'est dans ce sens-là que vous alliez. Et je pense que la deuxième chose, c'est que un dossier UNESCO, c'est forcément quelque chose de subjectif. Il y a forcément des choix à faire.
Nous, on a eu la volonté très forte de le faire sur des critères scientifiques et notamment archéologiques. Moi, je me fais le reflet de ce que les archéologues ont défini. Évidemment, hein, vous l'avez compris, la question, elle s'est posée d'où on s'arrête, jusqu'où on va. Parce que même sans aller jusqu'à l'île de Groix, du côté de l'Orient, Plouhinec, il y a des monuments qui sont extraordinaires au niveau des mégalithes. Vous citiez Monteneuf, mais il y a aussi les Landes de Lanvaux qui sont extraordinaires. Et on pourrait multiplier les exemples toute la nuit. Et rien qu'au niveau de la Bretagne. Si après on sort de la Bretagne, on pourrait continuer toute la semaine. Et après, si on sort de la France, etc., etc. Enfin, vous avez compris. Un dossier UNESCO, ce sont des critères scientifiques qui reflètent l'avancée de la science ici, aujourd'hui, en 2000. Alors aujourd'hui, on est en 2025. Dans 10 ans, peut-être qu'on se dira « Ah, c'est dommage, on aurait dû mettre Belle-Île. » Parce qu'à Belle-Île aussi, ils ont des monuments extraordinaires. Et dans 20 ans, peut-être qu'on se dira « Mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis que Carnac ?» Je ne sais pas de quoi le futur sera fait et je ne sais pas de quoi la science sera faite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a cette volonté scientifique de mobiliser les ressources et les outils qu'on crée dans le cadre du dossier UNESCO, parce que je partage votre avis, c'est un dossier très administratif. Et c'était aussi important pour moi de le rappeler, parce que on a souvent l'impression qu'un dossier UNESCO, c'est répondre aux sirènes du tourisme. Mais c'est pas du tout ça, un dossier UNESCO. C'est un engagement très fort, réglementaire, administratif, d'un État devant la communauté internationale. Ça engage très fortement le président de la République, c'est-à-dire M. Macron, devant la communauté internationale. Et ce choix, il a été fait de façon partagée. Effectivement, peut-être qu'on reviendra dessus, ou pas. Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, on n'inscrirait plus Versailles comme il est. Et cette mobilisation de ressources financières, de personnes, de services, de connaissances qu'on a créées et qu'on a mobilisées depuis ces dizaines d'années, l'objectif, c'est évidemment pas qu'elles nous servent qu'à nous. Nous, on travaille beaucoup avec Monteneuf ou les Landes de Lanvaux, par exemple. Je fais partie de leur comité stratégique et eux font partie de l'association. On essaye de diffuser l'information. L'idée, c'est que et notamment cette mobilisation financière, elle puisse créer des outils et des éléments de bonne pratique qui soient mobilisés par tous ceux qui en ont envie, et en particulier par les sites du territoire, évidemment. C'est pour ça qu'on a aussi des thématiques très transversales sur le plan de gestion. Après, il y a effectivement un tas d'éléments et de monuments qui sont dans des réalités disparates. Moi, j'estime que le temps qu'il nous a fallu pour créer le dossier, il était nécessaire aussi pour faire changer les mentalités. C'était assez compliqué sur le territoire. Quand je suis arrivée, je pense que c'est pas neutre qu'il n'y ait aucun dossier UNESCO en Bretagne, vraiment. Il y a un sujet spécifique, surtout que moi, je ne suis pas originaire de Bretagne, donc je vois bien la différence. Et je pense que ce temps, il nous a vraiment permis de faire évoluer ces mentalités vers plus de protection et de préservation. Et ça, encore une fois, c'est vraiment la volonté principale d'un dossier UNESCO. Pour l'anecdote, mais ça ne sortira pas d'ici, n'est-ce pas? Et même si nous sommes enregistrés, donc je sais que si. Quand je suis arrivée en 2012, il y a un élu, un maire, qui m'a dit que lui faisait du quad sur le tumulus de sa commune. Bon, j'imagine que vous voyez potentiellement l'impact que peut avoir la pratique de quad ou de VTT sur un tumulus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne verrait plus du tout sur notre territoire, et j'espère que ça fera boule de neige et que les communes alentours, ce qui est déjà le cas, puisque je travaille avec un certain nombre de communes, comme je vous le disais, mais que ça fera boule de neige sur l'ensemble de la Bretagne, et que comme ça, on verra que vraiment c'est un monument extraordinaire qui mérite d'être préservé. Mais c'est sûr que ça va prendre du temps. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Par l'imposante bureaucratie coercitive que ça demande, et le fait qu'on s'adresse à des choses qui ont su survivre au surtourisme, à l'industrialisation, à l'agriculture intensive,
la construction des routes, des autoroutes, enfin voilà quoi, hein, en dépit de tout pensée écologique réelle, je dis pas politique et de inventer à Boboland, hein, du réalisme paysan, quoi, voilà, territorial et paysan. Et donc je suis toujours quand même très étonné de voir cette énergie qu'il faut développer pour arriver à souligner des évidences qui perduraient dans les mentalités des gens, malgré les résistances culturelles bretonnes auxquelles vous avez fait allusion, mais pas que. Ça veut dire qu'il y a aussi eu des résistances culturelles pour qu'on ne se mêle pas du monde paysan local, quoi. On sait ce qu'on a à faire de nos menhirs, entre guillemets, quoi. Donc il y avait ça aussi, quoi. Donc je reste quand même sur le schéma du monde qu'on saccage et le monde que l'on érige en symbole à grand renfort de bureaucratie, quoi. Donc c'est un petit peu ça quand même ce qui surnage de l'époque d'aujourd'hui, quand même, malgré tout, quoi, hein, malgré nos convictions probablement communes, partagées et réciproques d'une juste préservation du patrimoine, quoi. C'est évident, hein. Et même à l'échelon français, par exemple, des menhirs du pays d'Hôte, hein, que personne ne connaît, mais voilà, ça vaut un petit peu le détour dans des pays qui ont été saccagés, comme le nord de la Champagne, dite pouilleuse autrefois quand elle était couverte d'arbres, et qui est maintenant désertique sous les engrais agricoles et la culture extensive, quoi. Du côté de Troyes là, et de l'Aube. Voilà. C'est une région également où le néolithique est très présent. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce soir et pour cette conférence. Je voulais vous poser une question plus portée sur l'archéo, du coup. Moi, j'ai soulevé, au moment où on a parlé des sites qui étaient notamment émergés, qui sont aussi donc, le témoignage de nos changements topographiques. Je voulais savoir actuellement si on avait potentiellement une idée de combien de sites on avait en Bretagne émergés. Parce que j'imagine que c'est une logistique un peu plus compliquée à mettre en place. Ce sont des moyens, des plongeurs. Et je voulais savoir si à l'heure actuelle, on avait un chiffre concret. Alors, il nous faudrait un archéologue sous-marin pour y répondre, mais je peux apporter quelques éléments de cadrage peut-être. Il y a un service de l'État, puisqu'on aime bien la partie protocolaire et administrative en France, qui s'occupe de ça, qui fait de l'archéologie sous-marine. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis incapable de vous dire combien il y a de sites émergés dans notre bien, rien que ça. Parce que ils n'ont pas tous été découverts. On en découvre encore régulièrement, on en a découvert l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant, etc. Et on sait que si on commence à gratter un peu, en tout cas à plonger, on va forcément en découvrir d'autres puisque la mer était plus basse. Et qu'en plus, avec les courants, ils ont dû bouger, etc. La difficulté de l'archéologie sous-marine, c'est que il faut des outils, il faut des protocoles et il faut des connaissances spécifiques pour s'attaquer à ces types de monuments qui bougent, qui sont plus ou moins détruits et qui ne sont pas forcément en plus connus. Parce que les monuments qui sont sur la terre ferme, en tout cas chez nous, ils sont connus depuis très longtemps et on a un certain nombre d'archives dont certaines remontent extrêmement loin à travers les siècles. Et c'est aussi par rapport à ces archives qu'on peut tirer le fil et regarder ce qui se passe autour et élargir le cercle. En archéologie sous-marine, c'est assez compliqué, sauf pour les monuments les plus volumineux et les plus ostentatoires, qui servaient souvent d'amers. Mais pour ceux qui ont disparu depuis des siècles, ça, c'est compliqué. Et donc, c'est une discipline spécifique de l'archéologie. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un site qui est dédié, ça vaudrait le coup d'aller voir. Et sinon, à Lorient, vous avez un très chouette musée à Port-Louis, que vous devez tous connaître, dans lequel il y a une partie à la fin sur l'archéologie sous-marine qui est très intéressante, enfin qui, dans mon souvenir, est adaptée au niveau des épaves, mais qui donne des billes de compréhension sur la façon dont procèdent les archéologues sous-marins, qui peut apporter un petit bonus sur ce que je viens de vous dire, qui peut être un peu frustrant, j'en ai conscience.
Merci beaucoup. J'ai juste un tout petit rebond. Si à l'avenir, il y avait de nouveaux sites qui étaient découverts, et peut-être que j'ai loupé l'information pendant la conférence, et je m'excuse, j'ai une capacité de concentration un peu limitée, mais à l'avenir, si on trouvait de nouveaux sites immergés, y aurait-il la possibilité de l'ajouter au dossier? Du coup, il faudrait entamer de nouvelles procédures, ce qui relèverait encore de nouvelles procédures très lourdes, en fait. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, alors on pourrait toujours le compléter et entamer une nouvelle procédure de complément, alors qui est un peu moins lourde qu'un dossier UNESCO. On pourrait faire ça. Mais en fait, là je rejoins un peu la discussion qu'on avait avant avec monsieur. Pourquoi s'embarrasser de procédures encore très longues, très lourdes, très administratives, alors même que si ces monuments sont reconnus par l'État français, c'est-à-dire qu'ils sont protégés au titre des monuments historiques, notamment parce que c'est le code réglementaire le plus important pour les monuments, eh bien ils seront préservés par les services adéquats de l'État et du coup, ils seront dans les inventaires des uns et des autres, des différents partenaires, et donc de façon très factuelle, protégés et inscrits dans le territoire et la grande lignée de ces monuments. Et en fait, ça suffit pour les protéger et éventuellement les valoriser. Donc, je pense qu'on va plutôt faire comme ça, parce que effectivement, on en découvre souvent. Et on fait ça s'appelle des extensions, quand on complémente, quand on apporte un complément au bien déjà inscrit. Bon, c'est des procédures qui sont très longues, enfin qui sont beaucoup moins longues qu'un dossier de candidature, mais qui sont longues. Par exemple, Strasbourg, qui a fait une extension l'année dernière, a travaillé pendant 3 ans et demi sur son extension. Il a fallu refaire un dossier, etc., etc. Des fois, il faut savoir faire au plus simple, je pense. Bonsoir, merci pour cette présentation. Quel est le pourcentage de probabilité d'obtenir la classification ? Alors, il y a 2 mois, je vous aurais dit que je ne m'avance pas, parce que je reste très vigilante. C'est, comme je vous le disais, c'est pas du tout un parcours simple et il y a une vraie expertise scientifique derrière. Il s'avère que là, on est dans la toute dernière ligne droite de l'expertise internationale. Je suis en train de finir les réponses à des petits éléments de scientifiques sur lesquels ils nous demandent une précision. Et ils nous ont rendu un pré-rapport, ça s'appelle comme ça. Et dans ce pré-rapport, ils reconnaissent la trame scientifique de notre dossier. Et en général, quand ils reconnaissent la trame scientifique du dossier, et du coup, de façon très factuelle, la façon dont on a délimité les périmètres et la façon dont on appréhende ce territoire, eh bien, c'est plutôt bon signe pour la suite. Donc je pourrais pas vous donner un pourcentage, mais on continue à travailler très fort et à être mobilisé et vigilant, mais je suis quand même plus sereine qu'il y a 2 mois. Et le quadrilatère de Crucugno, il est dans la... Oui, tout Merci. à fait. L'ensemble de Crucugno avec le dolmen à côté est bien sûr dans le territoire. Bonsoir, merci déjà pour toutes ces informations. J'avais plusieurs petites questions et notamment, je voulais savoir si avec le classement, est-ce qu'il y aurait potentiellement plus de recherches sur des sites qui ne sont pas forcément aujourd'hui étudiés. Je pense notamment au cairn qui est sur l'île Longue en face de Gavrinis, qui est sur une propriété privée du coup, qui je sais pose problème. Donc sur ce type de site, est-ce que avec le classement, il y aurait éventuellement de nouvelles recherches lancées? C'est sûr que l'accroissement de la connaissance, c'est un des sujets fondamentaux pour protéger. De toute façon, l'archéologie, tous les archéologues vont dans ce sens-là. Et c'est un des sujets cruciaux dans le cadre du dossier UNESCO. Après, la recherche scientifique en France, elle est extrêmement cadrée. On est ici dans une université, donc je pense que certains d'entre vous sont très opérationnels sur ce sujet et pourraient en parler beaucoup mieux que moi. En termes d'archéologie, pour faire des fouilles, donc, et quand je dis fouilles, c'est pas forcément creuser. En archéologie, c'est aussi s'intéresser au bâti, donc ce qu'il y a au-dessus. Pour faire des fouilles et des recherches, eh bien, il y a tout un protocole administratif encore. Il faut passer par l'État, la DRAC, et on a grosso modo pas beaucoup de choix. Il faut soit passer par un programme de recherche spécifique, donc il faut un universitaire qui travaille dessus depuis des années et des années, qui fasse les étapes,
etc. Ou c'est des fouilles d'urgence parce qu'il y a une construction ou une autoroute ou que sais-je, et dans ce cas-là, c'est fait par des organismes spécifiques. Bon, il s'avère que il y a des recherches qui sont entamées sur le territoire, et notamment, alors je suis pas complètement sûre que ça soit concomitant au dossier UNESCO, mais c'est vrai qu'il y a encore une fois une mise en lumière, et donc il y a des archéologues qui s'intéressent à ce territoire de façon spécifique, parce qu'on voit aussi qu'il y a une émulation de la recherche, on voit qu'on y travaille, on réfléchit tous ensemble, et notamment là, à Carnac, très récemment, il y a eu une fouille très intéressante, parce qu'il y a eu une construction juste derrière notre bureau d'ailleurs, où on a trouvé des choses très intéressantes, et il y a aussi une fouille qui a été faite des relevés derrière les alignements, donc là qui est vraiment dans l'idée d'accroître la recherche scientifique par des archéologues qui ont toutes les réglementations possibles et imaginables. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, ils sont passés à la radio il n'y a pas longtemps sur l'émission que vous connaissez peut-être qui s'appelle... alors, qui a changé de nom, c'était Carbone 14 avant, et maintenant c'est l'entretien archéologique. Voilà. Et c'était le dernier épisode. Et ils ont trouvé un tumulus à Carnac, alors qu'il n'y a que ça partout, des alignements et des tumulus. Et derrière les alignements, on connaissait 6 tumulus, les tertres du Magno. Ils en ont trouvé a priori un 7e. Et donc ça va continuer. Après, c'est sûr qu'il y a des sites où, pour des raisons X et Y, il n'y aura pas d'accroissement de connaissances, il n'y aura pas d'archéologues qui iront, parce que ça ne rentre pas dans les programmes de recherche. Là, pour vous donner une idée, le dernier grand programme de recherche qui a duré plus d'une décennie, par Serge Cassen, porté sur les gravures. Donc, il est évidemment allé voir les monuments qui l'intéressaient, et dont la monographie de Gavrinis, dont on parlait tout à l'heure, qui sortira là, incessamment sous peu. Je crois que c'est prévu au mois de mars. Et puis, il y a les archéologues qui cherchent sur d'autres programmes, qui arrivent petit à petit. Mais par exemple, sur les monuments privés, il faut vraiment une raison impérieuse pour y aller. Et il s'avère qu'en plus, le monument dont vous parlez, le propriétaire ne souhaite pas l'ouvrir à qui que ce soit. Et personne ne va à l'encontre du principe de propriété privée, en tout cas pas en France. Ok, merci. Et deuxième chose, on parlait de protection, de préservation de tous ces sites. En fait, j'ai été guide conférencière à Gavrinis, et on voit à quel point le site se dégrade avec la fréquentation. Pour ce genre de site qu'il faut forcément pénétrer pour observer l'œuvre, comment on peut imaginer des mesures de protection justement C'est évidemment un sujet fondamental, hein. Comment éviter que la fréquentation, quelle qu'elle soit, parce que des fois, alors à Gavrinis, c'est vrai que c'est souvent des touristes, mais ça peut aussi être des habitants qui viennent là parce qu'ils ont l'habitude de promener leurs chiens, de faire leur jogging, comme c'est le cas autour des alignements, par exemple. Cette question-là, elle est fondamentale et elle est au cœur de tout. Mais avant de mettre en place des outils de préservation, il faut mettre des outils de mesure en place. Et c'est pas une mince affaire dans des monuments si atypiques que sont les mégalithes. Et c'est un vrai sujet sur lequel, là, sont en train de réfléchir les archéologues, et notamment le département, puisque le monument de Gavrinis appartient au département, avec l'aide des services de l'État adéquats, pour mettre en place des outils de mesure et des jauges, finalement, de seuil d'alerte. Et une fois qu'ils auront ça, eh bien, ils pourront qualifier l'éventuelle menace qui pèse sur le monument. Et en l'occurrence, alors je prends beaucoup de pincettes pour dire ça parce que c'est pas du tout mon métier. On a dans l'équipe, par exemple, une conservatrice restauratrice qui s'occupe en particulier de Gavrinis, donc qui pourrait vous en dire beaucoup plus de choses que moi sur les algues, lichens et autres sels divers et variés. Mais il s'avère plutôt que c'est le milieu salin qui pose problème à Gavrinis et qui fait remonter des sels qui sont extrêmement néfastes pour la conservation des pierres, mais qui sont en voie de traitement, a priori, par des techniques très spécifiques que je ne maîtrise absolument pas et dans lesquelles je ne vais pas du tout m'avancer parce que je vais raconter n'importe quoi. En tout cas, c'est un monument qui est effectivement extrêmement surveillé. Et, il y en a d'autres, mais celui-ci, il est très, très encadré. Ok, merci.
Alors, bien, bonsoir, et puis merci évidemment d'être présente avec nous. Moi, c'est pareil, je vais rester sur le côté protection, notamment puisque, comme vous l'avez dit, ici, l'objectif premier, c'est vraiment pas le tourisme, mais plutôt la protection et la conservation par rapport à notre époque actuelle, puisqu'on est vraiment sur une remontée des eaux. Donc, on sait qu'on a déjà des sites émergés, mais du coup, pour ces sites qui vont être dans le futur, on le sait, certains vont être émergés. Est-ce qu'on a déjà des plans de protection qui sont pensés, ou on va être plutôt dans une logique justement de, comme à l'époque, on laisse l'eau monter parce qu'on ne pourra jamais rien faire contre ça, et du coup, une partie de ces sites va être émergée de nouveau. Alors pour l'anecdote, ça c'est une question que nous a posée l'ICOMOS. Donc vous êtes très opérationnel. Effectivement, le changement climatique, c'est une donnée qui nous impacte tous. Après, en lutter contre la remontée des eaux, comme vous l'avez dit, c'est un peu complexe. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'a les outils. Et puis, surtout, je pense que vous avez encore la carte sous les yeux, mais on n'a que des communes littorales. Potentiellement, si les monuments mégalithiques sont engloutis, les communes aussi. Donc, les communes mettent beaucoup d'énergie à réfléchir sur des stratégies, je ne sais pas comment qualifier ça, d'évitement, d'accompagnement, mais concrètement, on peut rien faire. Et par exemple, le tertre dont on nous parlait tout à l'heure au niveau de la plage, celui-ci, il se fait grignoter par l'eau, vraiment. Et les archéologues considèrent que ce qu'il y a à l'intérieur, qui est une sorte de petite boîte en granit qui s'appelle un cyste, lui, il serait déjà parti à la mer, et il serait parti à la mer il y a quelques décennies, parce qu'il se fait grignoter, et en même temps... Et ça, c'est vraiment un truc typique de l'archéologie, c'est que, paradoxalement, en archéologie, pour connaître, il faut détruire. Donc les archéologues sont beaucoup moins paniqués, j'ai envie de dire, à l'idée de perdre du matériau si avant ils ont enrichi la connaissance et ils ont fait leur relevé adéquat et que du coup ces données-là, cette mémoire, ils vont la transférer. La question, elle se pose chez nous, mais en fait elle se pose partout et elle se pose parfois pour des monuments extraordinaires. Cosquer par exemple. On sait que ça va disparaître et on n'en a pas du tout envie. Et en même temps, que faire contre la remontée des eaux? C'est vraiment une question épineuse et passionnante. Et peut-être sans fin. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, merci pour votre intervention. Moi, j'avais une question moins sur les mégalithes directement, mais plus sur la candidature. Si, même si vous êtes entre guillemets positif par rapport au fait que ça serait adopté, si finalement il se retrouverait que ce soit refusé entre guillemets, comment ça se pourrait se passer derrière? Il y aurait peut-être d'autres variantes à notre dossier que vous pourriez déposer, ou ce serait annulé définitivement comme proposition? Merci. Merci. Alors effectivement, j'ai pas parlé de cette possibilité-là qui n'arrivera pas. Mais admettons, si hypothétiquement, ce qui est déjà arrivé très souvent en France, un dossier est recalé au premier passage. Il y a deux possibilités. La première, c'est qu'effectivement, on ne puisse jamais repasser. Mais ça, en fait, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire des dossiers français. Parce qu'intrinsèquement, il y a un tel processus d'accompagnement en France que les dossiers qui arrivent jusqu'au bout, c'est des dossiers qui ont vraiment une trame scientifique et voilà, qui tient la route. Par contre, ça arrive qu'il y ait des... alors, soit des malentendus, soit des inadéquations de point de vue.
Je m'explique. Un dossier UNESCO, vous avez vu, c'est quelque chose qui est très formalisé, très cadré, très administratif. On en a parlé tout à l'heure. Et il faut répondre à des codes internationaux, il faut rentrer dans les cases, il faut répondre à la philosophie générale, aux modes, etc. Et parfois, l'ICOMOS n'a pas, enfin l'ICOMOS ou l'IUCN, qui est l'organisme qui s'occupe des sites naturels, n'a pas tout à fait le même point de vue que les porteurs de projets. Et en général, ce qui se passe, c'est que c'est refusé une première fois, et ensuite on entame un débat avec l'organisme consultatif pour voir où on peut s'améliorer. Alors, jusque-là, ça a toujours porté ses fruits, hein, mais parfois ça s'est vraiment fait dans la douleur. Il y a des biens qui sont passés 3 fois avant d'être inscrits. Et 3 fois, quand on est un porteur de projet, qu'on y travaille déjà depuis plus de 10 ans, on est quand même très très content quand on y arrive. Donc c'est arrivé, notamment pour 2 biens très intéressants, mais l'ICOMOS considérait pour l'un qu'il y avait un problème de fond sur le type de patrimoine représenté, que tous les types de ce patrimoine-là étaient déjà présents sur la liste et que donc ce site-là n'apportait rien d'autre. Là, c'est quand même assez compliqué à surmonter, mais ils ont réussi. Pour l'autre, bon, c'était un bien transfrontalier, c'était extrêmement compliqué de mettre en adéquation tous les codes réglementaires de tous les pays. Ça a pris un peu de temps et puis il y avait un malentendu de fond sur le champ scientifique. Nous, il s'avère qu'on n'a pas ça, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à me projeter dans cette hypothèse-là, mais on peut repasser régulièrement. Après, la difficulté, c'est qu'on ne repasse pas tout de suite après parce que l'État français, enfin l'État, la France, a des candidats qui sont prêts derrière nous. Voilà, on sait qu'il se passera l'année prochaine et puis on sait potentiellement qu'il passera l'année d'avant, parce que vous l'avez vu, il y a un delta de 18 mois entre le dépôt du dossier et le passage officiel. Ça veut dire que les candidats, là, ils sont prêts pour la suite. Et ça décale d'autant plus si on passe pas là. Mais on peut, ça arrive. Ça arrive. Après, il y a des sites dans certains pays qui sont purement et simplement enlevés. Et puis, il y a aussi un nouveau protocole qui s'est mis en place qui fait que le dossier peut avoir un avis négatif avant même toute la phase de candidature internationale qu'on a vue. Et si je vous en parle, c'est parce que ça vient d'arriver. Là, il y a un dossier français qui vient de se faire violemment recaler et qui, du coup, a été obligé d'abandonner. Ils avaient travaillé pendant 10 ans et ils n'ont pas pu passer l'étape de candidature internationale. Et ça, c'est vraiment extrêmement violent. Donc, ça peut arriver. On ne souhaite à personne, hein. Cela dit, c'est vraiment, ça doit être très douloureux. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Et moi, j'aurais 2 questions. La première, c'est en lien avec, vous avez souvent fait la remarque qu'un dossier de candidature, c'est pas du tout uniquement de la valorisation touristique. Alors, pourquoi avoir besoin d'insister sur ce point et en quoi éventuellement c'est intégré, il y a des éléments en faveur de l'acceptation du dossier. Et la deuxième chose, c'est comment se finance un tel projet dans à son origine. Comment ça se structure, parce que 12 ans de travail, enfin, voilà, comment ça marche. Deux points délicats. Sur la question du tourisme, effectivement, il y a un niveau d'accessibilité sur les flux qu'on qualifie en général de touristique sur le territoire, qui est quand même extrêmement épidermique, avec des réactions parfois un peu violentes. C'est ce qu'on a souvent en réunion publique, le fait qu'un dossier UNESCO se soit systématiquement lié à une gestion des flux supplémentaires, et on sait bien qu'en période estivale, notamment, c'est parfois un peu compliqué chez nous. Voilà. Moi qui travaille à Carnac, c'est vrai que je suis la première à le subir. Voilà, je pense que le terme est bien choisi. Et puis, je pense que c'est important de le dire parce que c'est pas non plus l'objectif ni pour les habitants, ni pour le territoire, ni pour les sites et les monuments. On est quand même dans des monuments archéologiques qui ont plusieurs millénaires, donc qui ne sont pas en capacité de recevoir des flux incroyables.
Et le troisième chose, c'est que il y a certains biens UNESCO qui se cachent pas de leur volonté d'accroître la fréquentation avec ce qu'ils appellent eux un label. Ce n'est pas du tout un label, c'est un engagement de l'État. Et notamment le maire de Nîmes, qui s'est extrêmement réjoui quand ils ont été inscrits l'année dernière, parce qu'ils allaient pouvoir accroître leur fréquentation touristique. Ça peut être un objectif en soi, c'est pas du tout un critère de jugement. Nous, ça peut pas être un objectif en soi, parce qu'on est dans un territoire qui a déjà des réflexions très poussées sur la gestion du tourisme et qui a un niveau d'accessibilité sur lequel tout le monde travaille, mais qui est une vraie donnée à prendre en compte. Et puis... Non, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur la question du tourisme. Ça m'a échappé l'autre élément. Et la deuxième chose, comment on finance? Très bonne question. L'argent, le nerf de la guerre. Alors, il s'avère qu'il y a certains biens UNESCO qui mettent vraiment le paquet et qui dépensent des millions d'euros dès le début pour dans une optique d'accélérer et de mobiliser largement sur leur candidature. Nous, c'est pas trop le choix que les partenaires ont fait. À l'origine, c'est vraiment un engagement du département. Le département du Morbihan est très moteur et c'est notre principal financeur encore aujourd'hui. Sans le département, il n'y aurait pas eu de dossier UNESCO. Et très vite, on a fait le choix de mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc, on a à 85%, je dirais comme ça, à vue de nez, ma responsable administrative et financière va hurler quand elle va entendre dire ça, certainement. C'est peut-être un peu approximatif. Mais en tout cas, on est sur des subventions publiques. Et puis, on a une partie de financement privé avec des mécènes. Et puis, les cotisations à l'association, diverses et variées. Donc, on essaye de multiplier les différents points. Mais c'est sûr que c'est un engagement financier sur le long terme. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a envie de voir un jour l'aboutissement de ce projet, au-delà du travail conséquent que ça a évidemment un coût. J'en profiterai pour une dernière question. Et je sais que dans les dossiers UNESCO, c'est très important d'impliquer les résidents, les habitants. Sous quelle forme ça a été proposé et jusqu'où ça va? Est-ce que c'est en amont du dossier? Est-ce que c'est avec des actions une fois que le dossier sera... Enfin, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors pour nous, la question des habitants, elle est très multiple. En fait, elle est multiple. Parce qu'on considère que les partenaires sont aussi des habitants, quelque part. Les élus sont des habitants, je suis un habitant, vous êtes des habitants, nous sommes des habitants. Donc ça, déjà, il y a une partie d'implication personnelle là-dedans. Ensuite, pour les gens qui vivent vraiment au niveau des communes, on les a formellement impliqués au niveau de la création du plan de gestion, notamment lors des réunions publiques. Ensuite, ça a fait un peu effet boule de neige. On n'a pas voulu les impliquer trop tôt parce que, comme je le disais tout à l'heure, il a fallu qu'on crée la partie scientifique. Et communiquer sur des éléments qui ne sont pas fondés, bon, c'est toujours délicat parce que ça crée des malentendus. Et on avait vraiment envie de travailler sur des éléments très fondés scientifiquement. Une fois qu'on a eu cette étape-là, on a intégré largement... Donc, notamment au moment de la création du plan de gestion. Et puis aujourd'hui, on continue évidemment à travailler avec les gens qui sont motivés. On a des mécènes, je vous l'ai dit, et les mécènes pour nous, c'est pas du tout Vinci ou que sais-je. Enfin, on n'est pas Notre-Dame de Paris, mais tant mieux pour elle. Nous, les mécènes, c'est vraiment dans l'idée d'avoir des gens sur le territoire qui se fassent les relais. Donc certes, on est très content quand ils donnent un petit sou, hein, évidemment, mais l'idée c'est d'avoir des ambassadeurs qui communiquent, qui valorisent la candidature, qui puissent en faire le relais, qui puissent sensibiliser et qui puissent informer. Et on a aussi du coup des habitants qui sont ambassadeurs, qui s'impliquent, qui viennent nous donner des coups de main divers et variés lors des rencontres avec les habitants, etc. Et c'est des relais extrêmement précieux et efficaces, et en plus très sympas, sur la diffusion de l'information et la candidature en général. Donc pour nous, les habitants, ils sont maintenant impliqués, bien impliqués.
Et surtout, ça va continuer bien au-delà de la candidature, hein, parce que vous avez compris que tout ne s'arrête pas une fois qu'on est inscrit. Tout commence, au contraire, on est dans une optique de gestion très, très opérationnelle. Et il va falloir continuer à sensibiliser, informer, valoriser, tous ensemble. Et le troisième élément sur les habitants, ce sont les propriétaires privés. Parce que les propriétaires privés, c'est forcément des habitants. Ce ne sont pas forcément des habitants locaux, mais ça reste quand même des gens qui viennent régulièrement sur le territoire. Et là, on a tout un programme, vous l'avez compris, d'information et de sensibilisation. Et certains de ces habitants, ensuite, deviennent des ambassadeurs. On en a quelques-uns. C'est assez chouette parce que du coup, personne ne parle mieux des monuments mégalithiques et du ressenti qu'eux-mêmes. Et l'idée, c'est de continuer à travailler sous cette forme-là. Alors, je m'autorise de poser 2 questions. La première, par curiosité, quels sont les dossiers, enfin quels sont les sites et monuments français qui sont prêts pour les années pour candidater dans les années à venir. Et la deuxième, qui est un peu plus sérieuse, c'est la question de la gouvernance. Parce que voilà, là vous avez présenté finalement un territoire, donc il y a la création d'un nouveau territoire, d'une nouvelle entité territoriale avec des limites. Et est-ce que l'association va devenir, qu'est-ce qu'elle va devenir en fait ensuite, et va-t-elle s'ajouter aux EPCI, au parc naturel régional, voilà, et aux différentes strates politico-administratives qui existent déjà? Oui, c'est une question centrale. Je commence par la dernière. C'est évidemment un élément qui est fondamental si on veut que ce dossier UNESCO ne soit pas que du vent et continue à vivre et que le plan de gestion soit vraiment appliqué. Il faut une structure de gestion. Et cette structure de gestion, ça sera l'association. L'avantage d'être une association, c'est que c'est très souple. Donc, on travaillera sur le changement de nos missions et le changement de nos statuts par les organes de gouvernance de l'association et puis les partenaires associés. De façon très factuelle, nous, on est déjà dans la gestion du bien là. Ça fait 2 ans que le plan de gestion, c'est la 2e année qu'on commence le plan de gestion. Donc, on est déjà quelque part opérationnel dans la gestion. On est entre la structure de candidature et la structure de gestion. Et ça, c'est reconnu par tout le monde. Donc, on reste sur cet état de fait. Et donc, on viendra effectivement en lien et en complément du parc, du grand site, etc., etc., etc. On a la chance d'être très, très entouré sur le territoire. C'est pas toujours le cas dans le cadre d'un dossier UNESCO. Et on travaille déjà de façon très factuelle, extrêmement bien les uns avec les autres. Donc, je ne me fais pas du tout de soucis sur la suite des événements. Et concernant la première question, qui était, pardon, j'ai un trou. Les sites français, les sites et monuments français. Merci. Alors, on peut parler de celui qui sera présenté l'année prochaine parce que ça, c'est a priori certain, il a été déposé. Ça devrait être... j'ai plus le nom exact, je vais dire des bêtises et ils vont m'en vouloir. C'est une série de châteaux dans le sud. C'est pas les citadelles du Vertige, c'est une extension des châteaux qui faisaient la frontière avec Carcassonne. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et pardon. Oui, alors ils sont pas cathares, mais oui, c'est ça, c'est ceux qu'on appelle châteaux cathares, exactement. Il y a une série de 7, voilà, sur lesquels le dossier est terminé. Et puis ensuite, pour la suite, on a des idées. Il y a quelques sites qui sont finalisés, mais c'est le ministère qui va faire des propositions au président de la République, et je ne sais pas lequel il retiendra. Ça sera la surprise. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Victoire Doris de sa présence ce soir et de son intervention. On sera tous connectés en juillet pour suivre en direct de Sophia la réponse. Voilà. Et puis on vous donne prochain rendez-vous, c'est fin février maintenant, pour une conférence sur le rock dans les années 90. Donc vous voyez que on passe
on passera sur un sujet tout à fait différent. Merci à toutes et à tous et encore merci à Victoire de sa présence ce soir.